Salut les turfos, comme vous m'avez manqué, ça fait 15 jours que je me suis pas retrouvé à cette place dans notre merveilleux studio et on va pas se mentir, ça manque, même si la merveilleuse Lila Megrawa a assuré la transition avec un podcast que je vous encourage d'écouter sur les danses post-internet, c'est assez fabuleux. Donc les merveilleux ponts de mai nous ont permis de souffler un peu dans cette Startup Nation toujours plus disruptive où la révolte gronde. Eh bien je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui revient sur l'actualité du mois écoulé. Et comme on a pris du retard, on va revenir en ce milieu du mois de mai sur l'actualité du mois d'avril, parce que YOLO, comme disaient les jeunes en 2012, si ils ont dit ça un jour, peut-être. Bon, vous commencez à connaître le principe, chers auditeurs et auditrices, mais je récapitule pour celles et ceux qui ne suivent pas. L'idée est de vous présenter des sujets et de définir ce qui est historique ou anecdotique. En résumé, ce dont on se rappellera dans 10 ans et ce qu'on aura oublié dans 6 mois. On va donc vous présenter chacun un sujet d'actu et on en débattra avec autant de mauvaise foi que dans les grandes gueules de RMC pour déterminer ce qui relève de l'histoire avec un grand H ou de l'anecdote avec un tout petit A. Et mes camarades, que je suis également ravi de retrouver après cette trop longue pause, ils sont là autour de la table. Il y a la formidable Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Et le non moins exceptionnel Vincent Lucchese. Salut Vincent. Salut Guillaume. Et comme les plus assidus d'entre vous le remarquent peut-être, notre rédacteur en chef, Blaise Mao, qui d'habitude participe à cette émission avec nous, n'est pas là, car il est occupé, les enfants, à repeupler la France et à en faire des enfants. Donc félicitations et bisous à lui. Et bisous également à Roman, qui comme d'habitude est derrière la console et la régie. Les présentations étant faites, on va rentrer dans le vif du sujet avec Annabelle, qui va nous parler d'une de ses obsessions, je crois, c'est des robots, c'est ça? Carrément. Je crois. Du droit des robots. Du droit des robots, voilà. Ça, je ne sais pas si c'est mon obsession, mais en tout cas, une lettre ouverte a été adressée le 14 avril à la Commission européenne par 250 experts en intelligence artificielle. Donc, ils sont très remontés, ces experts, mais contre quoi? Alors, eux, c'est leur obsession pour le coup. Eux, c'est leur obsession. Très bien. Oui. Okay. Donc, ces experts sont en nom. Souviens-toi que dans un précédent podcast, on avait parlé donc de cet événement historique, en tout cas par son caractère inédit, qui est l'accident mortel qui a été causé par un véhicule autonome d'Uber. Le 19 mars dernier en Arizona. Donc un véhicule a percuté une piétonne. Elle est décédée des suites de ses blessures. D'ailleurs, on vient d'apprendre que la collision était due à un défaut de l'algorithme. Et donc dans tout accident, la question qui se pose, c'est qui est responsable? Et ça se complique quand il y a une voiture autonome, puisque là, la question c'est est-ce que c'est Uber? Est-ce que c'est la voiture autonome elle-même? L'idée peut paraître étrange, mais c'est pourtant bien Absolument. Ce qui avait été proposé en juin 2016 par une eurodéputée qui s'appelle Madi Delvaux, et qui avait proposé que soit créée à terme une personnalité juridique spécifique aux robots. D'accord. Je cite, pour qu'au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables de réparer tout dommage causé à un tiers. D'accord. Donc idée très disruptive, comme tu disais tout à l'heure, qui a beaucoup fait parler d'elle, cette proposition. Et près de 2 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? En fait, la question est toujours à l'étude. Mmh. Et donc les robots sont de plus en plus nombreux, les voitures autonomes commencent à être en circulation, et cette fois donc c'est la Commission qui est en train d'évaluer la pertinence de cette proposition. Et ce qui fait donc réagir ces 252 experts, donc c'est des experts en robotique, en intelligence artificielle, des leaders de l'industrie, des juristes, des éthiciens. En France, il y a la chercheuse en intelligence artificielle Laurence de Villers. Qu'on connaît, la juriste et philosophe du droit Antoinette Rouvois. Le psychiatre Serge Tisseron, le philosophe Jean-Michel Beignet, voilà. D'accord. Ça, c'est parmi les Français que j'ai reconnus dans les 250 signataires. Donc toutes ces personnes disent, attention, cette proposition repose sur des idées fausses, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue éthique et légal. Ce qu'ils disent en bref, c'est que envisager de créer cette personnalité juridique, c'est surestimer le pouvoir, la capacité d'apprendre et l'imprévisibilité des robots, et que ça vient d'une perception des robots déformée par la science-fiction et quelques communiqués de presse à sensation. D'accord. Donc encore la faute des journalistes. Bah oui, mais c'est souvent la faute des journalistes et des gens qui font de la science-fiction, généralement. Hein. Voilà. Mais alors, ils disent quoi? C'est quoi leur prise de position? C'est de dire qu'il ne faut pas réfléchir à un droit potentiel des robots? Ils disent, attention, c'est ouvrir une boîte de Pandore, c'est ouvrir la voie à des revendications qui viseront à accorder des droits aux robots.
Madi Delvaux a beau dire depuis 2 ans que pas du tout, c'est pas ce qui va se passer. Pour eux, c'est un prélude à ces revendications-là. D'accord. Pour autant, du côté des législateurs, en fait, il y a un peu une urgence à homogénéiser la loi, puisque d'ailleurs l'Estonie, je crois que c'était fin d'année dernière, a annoncé qu'ils voulaient, eux, créer une personnalité juridique, un statut de robot agent. D'accord. Entre personnalité juridique et objet. Donc voilà, si un pays européen se met à le faire, comment on fait? Donc je propose comme historique, peut-être pas cette lettre ouverte, mais en tout cas juste le fait qu'une question aussi clivante, aussi compliquée juridiquement soit soumise à une institution européenne. Et à débat au sein de cette institution. Et à débat. Voilà. Donc ça pour toi c'est historique. T'as pas l'air convaincu par ton historique. Non, Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Non, mais je suis... En fait, je suis convaincue que c'est historique, le débat. D'accord. C'est l'étape de poser le débat. C'est l'étape de cette lettre ouverte qui, je suis pas sûre que ça... Donc pour toi, dans 10 ans, quand on ouvrira les livres d'histoire pour se rappeler des débuts de la révolte des robots, par exemple, pour pas faire de science-fiction, on se dira, tiens, regardez, on pensait à une personnalité juridique en avril 2018, par exemple. Exactement. Très bien. Je vais pas voter, je vais laisser Vincent s'exprimer avant de voter pour cette historique ou cette anecdotique. Qu'en penses-tu ? Eh bien moi je commence à avoir un petit peu peur d'Annabelle Laurent, donc je reste d'accord avec elle. Je pense que j'ai trop contredit Annabelle ces derniers temps et je sens que la pression monte un petit peu entre nous et je pense qu'une trêve serait de bonne loi. Donc je vote historique. Mais c'est simplement non. Du tout argumenté, c'est n'importe quoi cette émission. C'est une argumentation complètement irrationnelle. Je suis très fière de la terreur que je suis en train d'instaurer. Néanmoins, je vais argumenter mon choix totalement dicté par la peur. Parce qu'effectivement, je pense en fait, je pense que c'est assez peu probable qu'une intelligence artificielle développe de vraies émotions, une vraie conscience et qu'elle mérite d'avoir un droit juridique, une personnalité. Ce qui m'a beaucoup marqué dans le livre dont on a parlé sur Uzbek Erika de Murray Shanahan, c'est qu'il dit il y a peu de chances que ça arrive, mais ça peut arriver, et même si la chance est infime, ce serait totalement fou de ne pas s'y préparer. D'accord. Donc s'y préparer, ça veut dire prévoir aussi que peut-être qu'un jour les robots pourraient avoir des droits un peu comme les animaux, et un jour un peu comme des hommes, et un jour un peu comme des surhommes. Parce que quand on réfléchit à la question finalement, qu'est-ce qui définit l'homme par rapport à l'animal, question ouverte. Mais c'est beau, je suis suspendu à tes lèvres, j'attends la réponse, Vincent. Je vois la réponse. Une des réponses avancées par Murray Shanahan, c'est que finalement, on affirme avoir des capacités cognitives supérieures aux autres êtres vivants. Et donc des capacités aussi à ressentir la souffrance. Et donc ce serait ça qui ferait que toujours quand on doit choisir entre la vie d'un chat et la vie d'un homme, on choisira de préserver la vie d'un homme parce que nos capacités à ressentir les choses et cérébrales sont plus élevées. D'accord. Mais si une IA développe des capacités de ressenti plus élevées que nous, est-ce qu'elle aura du coup un droit à la vie plus élevé que le nôtre? C'est des questions intéressantes, vertigineuses et qui devraient être en tout cas méditées par les juristes et par tout ça. Donc c'est historique. Annabelle Laurent. Donc on est à 2 historiques et quel que soit mon vote, de toute façon, ce sera historique. Je veux simplement dire qu'il est terrifiant que les gens s'en prennent à la science-fiction comme ça. Je suis pas d'accord. Et aux journalistes, ça passe. Ça, c'est pas si grave. Non, mais c'est vrai que les imaginaires sont pas très positifs par rapport. Je parlais moi-même de révolte des robots, mais c'est pas une raison pour ne pas en inventer d'autres qui soient, par exemple, plutôt positifs. C'est historique. Voilà, merci Romane, merci à toi. On va enchaîner, on va revenir à des considérations peut-être plus terre à terre. Est-ce que tu l'as? Voire terre à mer. J'ai fait. C'est l'émission des jeux de mots. Voilà. Puisque toi, Vincent, tu veux évoquer encore les terres rares dont on avait déjà parlé. Et oui, les terres rares. Pour ceux qui ne nous suivent pas tous les jours au quotidien et qui n'ont pas encore compris ce qu'étaient les terres rares, on va remettre une petite couche. Des chercheurs ont trouvé plus de 16 millions de tonnes de terres rares dans l'océan. Au fond de l'océan, près des îles Minamitori, donc les îles des eaux japonaises. Et donc, ils ont fait cette annonce le 10 avril dernier dans Scientific Reports, une revue qu'on a aussi relayée sur le site. C'était un article de Rémi Lévesque. Et donc, ils ont trouvé des quantités astronomiques de terres rares là-dessous. Donc, pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas encore les terres rares, ce que sont les terres rares, ce sont le scandium, le cérium, le néodyme et en tout 17 éléments. T'adores les prononcer. J'adore les prononcer. 17 éléments qui sont la famille des terres rares, qui elle-même appartient à la famille plus large des métaux rares. D'accord. Et ces métaux rares qui sont les métaux indispensables à la transition énergétique et numérique que nous vivons. Puisqu'ils sont présents dans tout. Qui sont présents dans tout. Pour prendre l'exemple du néodyme qui a été trouvé au fond de l'océan japonais,
il est utile pour faire des éoliennes ou pour faire des moteurs électriques de voitures, par exemple. Donc, d'autres métaux sont utiles pour faire d'autres énergies renouvelables, comme les panneaux photovoltaïques, pour faire des TGV, pour faire des ordinateurs, des smartphones, à peu près tout ce qui est électronique ou électrique. Tout ce qui constitue nos sociétés connectées. Quoi. En gros, voilà, tout ça. Donc, c'est effectivement ce que rappelait très bien Guillaume Pitron dans son bouquin et qu'on a invité ici à parler en podcast. Et le problème de ces terres rares, c'est qu'elles sont très polluantes d'abord et surtout qu'elles sont très rares, comme leur nom l'indique, évidemment. Et leur rareté en fait une ressource géostratégique majeure, puisque c'est la Chine qui détient une grande partie de ces métaux rares. 90% des terres rares, les terres rares, donc la sous-partie des métaux rares, la sous-famille, 90% sont exploités par la Chine aujourd'hui. D'accord. C'est énorme, et c'est un monopole qui est utilisé par la Chine comme évidemment ressource géopolitique. On parle de nouveaux pétroles pour ces terres rares. Pardon, c'est 90% des ressources totales sur Terre qui sont exploitées ou c'est 90% qui sont exploitées actuellement Des ressources exploitées actuellement. Des ressources exploitées actuellement, d'accord. C'est ce que racontait Guillaume Pitron, notamment en France. Je l'avais mal écouté. Beaucoup de ressources en France qui sont pas pour exploitées. préciser ça. Ouais, ouais. Oui, voilà, donc 90% des ressources exploitées. Actuellement, elles le sont par la Chine. Et peut-être aussi exploitables, parce que exploiter des minerais non utilisés aujourd'hui, ça prend des années et des années à remettre en route et à rechercher. Donc la Chine détient un vrai monopole. L'exemple de ça dont parlait Rémi, c'était que il y a souvent des tensions entre la Chine et le Japon sur les eaux territoriales, ce dont on parle aussi dans notre dossier sur la Chine actuellement en kiosque. C'est bien. On fait un promo de tous nos supports, c'est génial. Mais voilà, cette tension entre la Chine et le Japon avait été assez révélatrice de cette place centrale des terres rares, puisque les Japonais avaient arraisonné un bateau chinois qui circulait dans les eaux territoriales japonaises. Et les Chinois, pas contents du tout, avaient dit soit vous libérez tout de suite ce marin / espion / on sait pas trop, soit on vous coupe les robinets en terre rare tout de suite. Et donc le Japon a libéré immédiatement le marin chinois. D'accord. Donc voilà, c'est pas que de la science-fiction, c'est déjà le cas. La Chine utilise ces métaux rares pour faire pression un peu sur tout le monde. D'où l'intérêt de trouver des ressources que les Japonais qualifient de quasi inépuisables dans leur zone territoriale. Ils disent que ces ressources pourraient subvenir à des siècles de demande mondiale. Dis donc. Donc c'est énorme, et donc c'est aussi source d'espoir pour, d'une part, apaiser les tensions géopolitiques, et d'autre part, surtout, permettre une vraie transition énergétique qui soit réellement durable. Parce que, pour parler de durabilité, aujourd'hui, certains métaux rares s'épuisent plus vite que le pétrole. Donc en fait, c'est vraiment une bombe à retardement aussi, cette chose-là. Ce serait donc une très bonne nouvelle d'avoir trouvé autant de ressources. Reste à confirmer donc cette découverte, puisque le problème est de les extraire à plus de 5000 mètres de profondeur. C'est ce que j'allais dire, à exploiter, ça va c'est être beaucoup moins compliqué. dense que dans une mine terrestre, c'est beaucoup plus répandu. Les chercheurs japonais affirment avoir la solution pour les extraire de façon rentable. Ça reste à être confirmé. Et écologique. Et écologique. Alors, ils affirment aussi que c'est moins polluant que des mines terrestres. Là où c'est exploité en Chine, on appelle ces zones les villages du cancer, parce que tout le monde meurt de cancer affreux et dans des conditions horribles pour l'homme et pour l'environnement. Là, ce sera que les poissons. Donc ce sera, disons, moins pire. Voilà. la beauté de l'espoir aujourd'hui, c'est qu'on parle de moins pire quand on parle d'espoir. C'est ça. Voilà. En tout cas, ça reste historique. Parce qu'il n'y a pas qu'Annabelle Laurent qui fait des historiques. Et donc je dis que c'est historique. Ça reste historique parce que ça relance un peu, ça risque de changer les équilibres géostratégiques. Si ça se confirme, c'est vraiment un vrai renversement géostratégique. Ce serait comme trouver 15 fois les ressources actuelles de pétrole, mais en France ou aux États-Unis. Donc ce serait, aux États-Unis qui sont déjà bien pourvus, mais oui. Tu m'as compris. Oui, ou au Danemark. Par exemple. Voilà. Donc c'est historique pour moi. Je vais laisser Annabelle enchaîner et voter pour historique ou anecdotique sur ses réserves. Historique, c'est quand même pas tous les jours qu'on entend parler de ressources inépuisables. J'ai l'impression que quasi inépuisables. Ils ont pas osé dire inépuisables. A fortiori dans la bouche de Vincent Luquez. Oui, effectivement. Donc voilà, et aussi par gratitude pour Vincent. Vous faites vos petits micmacs là, vos délires de vote. Je note que la trêve est tactée, je suis très ravi. C'est pas du tout sympathique pour nos auditrices et auditeurs qui ont vraiment envie de savoir le fond de votre pensée. Et non, on est sur du deal de vote. Qu'il soit rassuré, le fond de ma pensée, et celui-ci, c'est évidemment historique. Ça tombe bien, puisque de toute façon, pour tout ce qui touche à ces sujets-là, je fais confiance à Vincent et je fais confiance à sa décision. Donc... C'est historique. Donc 2 historiques. Est-ce qu'on s'oriente vers un hat-trick historique ? Ce sera, on verra. Suspense. Suspense va pas durer très longtemps puisque je vais vous parler rapidement de quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Donc les mardis 10 et mercredi 11 avril, on a assisté médusé à l'histoire en train de se faire. Un homme, généralement habillé d'un simple t-shirt noir, était pour une fois en costume cravate. Les traits tirés, le visage pâle, il prenait son temps pour réfléchir aux réponses à apporter aux représentants du peuple américain face à lui ou pour s'hydrater,
car tout le monde sait que c'est important. Cet homme est à la tête d'un empire de la publicité ciblée, regroupant plus de 2 milliards d'individus, ou, selon ses propres termes, d'une communauté qu'il a appelée Facebook. Et il a eu fort à faire dans ses petites réponses. If you'd like, I can have my team follow up with you after this. I can certainly have my team get back to you. I'll have my team get back to you. I'm not sure the answer to that question. Really? Senator, I have not heard that. I want to have my team follow up with you on that after. Senator, I don't know. Mr. Chairman, I will have my team follow up with you on what information we have. It sounds difficult to me. All of these things, like you're saying, are difficult. Do you know what I'm talking about? No, I do not. Alors, vous l'aurez reconnu pour ses fans ou pour ses détracteurs, hein, il s'agit de Marcou, de petit Zouki, Mark Zuckerberg, ce bon vieux Zouki, aujourd'hui âgé de 34 ans, qui devait répondre aux questions donc, du Congrès américain après le scandale Cambridge Analytica, du nom de l'entreprise spécialisée dans l'influence politique qui a aspiré les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs au moins. Alors on en parlait déjà du scandale Cambridge Analytica, je ne vais pas revenir sur le fond de l'affaire, je vais même pas revenir en fait sur ce qu'a dit Zuckerberg, puisqu'effectivement c'est pas grand chose, mais je vous entends déjà, Annabelle et Vincent, me dire qu'il n'est pas ressorti grand chose de cette audition, que Zuckerberg n'a fait que s'excuser une nouvelle fois sans annoncer de mesures concrètes, et qu'après une chute massive du cours de Facebook en bourse, les choses sont aujourd'hui revenues à la normale. Mais avec le recul, je pense que c'est historique encore une fois, parce que c'est l'image qui importe, et l'image d'un de ces grands patrons de la Silicon Valley devant répondre de ses actes devant les élus de la nation, pour moi, ça restera. Par ailleurs, la couverture médiatique de l'événement dans le monde a été bien importante et ça peut contribuer à la prise de conscience de quelques-uns que le modèle économique de Facebook et consorts est fondé sur l'exploitation de nos données personnelles. Donc pour moi, ça peut être plutôt très très bénéfique, notamment si on veut trouver des alternatives à ce que certains intellectuels baptisent le capitalisme de surveillance et dont on avait parlé également sur Uzbek Erika. Et puis ces 2 jours d'audition ont permis de mettre un petit coup de projecteur international sur le RGPD, le nouveau règlement général sur la protection des données qui émane de l'Union européenne et qu'on adore et dont on vous reparlera sans doute bientôt, oui, puisqu'il rentre en vigueur d'ici la fin du mois. Alors c'est une private joke, mais il se trouve que le RGPD c'est compliqué à traiter. Bref, pour toutes ces raisons, pour moi c'est historique cette histoire de Mark Zuckerberg au Congrès, ou du moins simplement les images de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain. À vous, vous ai-je convaincu ? J'ai pas envie de froisser Guillaume Ledy après avoir dit oui à Annabelle Laurent. Du coup, je pense que je veux dire historique aussi. Je sais pas pourquoi je parle comme Cédric Villani en ce moment. C'est génial, il n'y a aucun débat. C'est un podcast très agréable. Très consensuel. Je pense que c'est totalement historique parce qu'en fait, Mark Zuckerberg est un reptilien. Ce serait historique qu'on apprendra qu'en fait, il faisait semblant de pouvoir être. Tu dis n'importe quoi. Tu sais que c'est dangereux, c'est diffusé. Je sais, mais en fait, je veux alimenter le complot pour ensuite faire d'autres vidéos marrantes où on explique que c'est pas vrai. Non, c'était la blague, mais ça montrait aussi l'importance de ce moment et du nombre de personnes qui observaient ces débats. C'était toutes ces blagues sur le fait que cet homme était vraiment étrange finalement dans ses façons d'agir et sa façon de se comporter. De boire est quand même particulière, fascinante. Et je pense qu'il l'a fait exprès pour que les images soient reprises derrière et qu'il tourne. Ce serait donc vraiment un complot finalement. Ce serait donc, il est malin. Mais on peut aussi voir ça un signal faible d'un tournant peut-être pour tous ces GAFA. C'est comme tu le disais avec le RGPD, avec cette façon nouvelle de prendre conscience de ce que sont les données personnelles, ce qu'est la liberté sur Internet, avec tout le débat sur la neutralité en ce moment. Il y a peut-être une prise de conscience de notre liberté numérique qui peut émerger et ça peut être retenu comme une date qui sera un des points de bascule. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter, effectivement, parce que depuis Snowden, on assiste quand même à un certain nombre à chaque fois de rappels, de piqûres de rappels. Alors c'est compliqué quand on traite ces sujets, et je te regarde Annabelle, parce que voilà, pendant un certain nombre d'années, d'avoir à chaque fois à rappeler les mêmes choses peut-être, ou et de prendre le recul nécessaire pour se dire tiens, est-ce que ça c'est historique ou pas, mais je sais pas ce que tu en penses, d'ailleurs je te donne la parole. Est-ce que pour toi ça, là, cette séquence-là, comme disent les communicants, est historique ou non? Je suis d'accord avec toi sur l'image, évidemment. Moi, je trouvais ça dingue de regarder ces vidéos. J'étais assez fascinée et évidemment, l'impact sera important. Enfin, ça restera des images historiques. De voir son visage, t'as dit livide, mais on peut dire cadavérique. et son espèce d'insolence d'enfant puni devant ces sénateurs qui parfois étaient vraiment très très largués sur des questions basiques. On est d'accord. Ça faisait mal au cœur de voir qu'ils étaient peu armés en fait et même pas bien pour le préparés par leurs piéger. équipes, et en fait c'est pour ça que je vais quand même dire anecdotique parce qu'en fait oui, mais parce qu'il n'a pas été piégé du tout. On l'entend s'en sortir très bien avec My Team Will Follow Up ou je sais pas quoi, mais c'est surtout que
il n'a pas été du tout piégé. Et il y a un extrait qui est beaucoup ressorti. C'est un sénateur qui lui dit est-ce que Mark Zuckerberg, vous pourriez nous dire, vous avez dormi à l'hôtel hier? Donc là, évidemment, il dit non, ça, c'est ma vie privée. Donc là, le sénateur, pardon, pas le mec, puisqu'il a 70 balais, lui dit vous voyez, c'est exactement de ça dont il est question, c'est de votre vie privée et des limites que vous voulez mettre sur vos informations personnelles. C'est vrai que ça a beaucoup tourné. Ouais. Voilà, et donc, mais c'était présenté comme si c'était il est piégé, mais il est absolument pas piégé sur ça, puisque tout le problème de Facebook, c'est que les gens livrent leurs données volontairement. Donc il y a énormément d'autres questions plus importantes qui n'ont pas été abordées, opacité des algorithmes, statut d'éditeur ou d'hébergeur, régulation externe ou interne, digital labor, plein de sujets très importants qui ont été éludés derrière des questions qui sont un peu revenues en boucle et qui n'ont pas apporté beaucoup de réponses. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fond, c'est peut-être plutôt anecdotique, mais comme il n'y a pas Blaise et qu'on ne peut pas trancher, c'est moi qui tranche et je vais dire que c'est historique, puisque c'est moi qui présentais cette petite actualité. C'est historique. Ça fait 3 historiques et je crois que c'est la première fois dans cette émission qu'il y a 3 historiques, et je pense que c'est lié à l'absence de Blaise, qu'on resalue encore ici avant de vous quitter dans la joie et la bonne humeur. On va revenir vite, vous inquiétez pas, on va pas vous laisser 2 semaines sans podcast. C'est pas possible pour vous, c'est pas possible pour nous non plus, car on prend plaisir à être autour de cette table et on prend plaisir à lire vos retours également, à voir toutes vos petites étoiles sur iTunes. Ça nous fait à chaque fois très chaud au cœur, sur iTunes ou ailleurs d'ailleurs, je veux pas insulter les androidos qui nous écoutent, donc continuez à nous mettre des commentaires, continuez à nous écouter, surtout à parler de nous ou pas, ou en mal ou en bien. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous, et à la semaine prochaine. Salut. Bisous.